Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a un peu plus d'un mois, durant l'une des séances de questions-réponses que je fais avec les membres de l'accompagnement des Montessori 7, c'est notre communauté sur abonnement mensuel, une de mes stagiaires a partagé cette grande difficulté à aider son fils, qui a un petit peu moins de 3 ans et qu'on va appeler Timéo pour protéger son identité. Donc, ces difficultés à aider son fils Timéo à se concentrer sur des activités Montessori. Elle se demandait comment faire et honnêtement, elle avait peur d'être en train de faire totalement fausse route et elle se demandait si elle ne ferait pas mieux de renoncer carrément à mettre en place la pédagogie Montessori à la maison en se disant: «Mais peut-être que c'est pas du tout fait pour mon fils, en fait». Sauf que, un mois après, déjà 15 jours après, parce qu'on se retrouve, tous les 15 jours pour ces séances de questions-réponses. Déjà 15 jours après, les choses s'étaient considérablement améliorées suite à mes conseils et un mois après, ça n'avait plus rien de commun. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Et alors que Maria Montessori nous parle d'enfants qui se concentrent hyper facilement, qui sont, follement attirés par le matériel qu'elle propose et ce qu'elle nous décrit dans tous ses livres, dans les récits de ses expériences, pourquoi est-ce que ces expériences ne se reproduisent plus vraiment aujourd'hui? Ou en tout cas, plus de la même façon? Pourquoi les enfants d'aujourd'hui ont-ils autant de mal à se concentrer? Pourquoi ont-ils autant de mal à faire preuve d'attention? Et parce que ce n'est pas tout de comprendre les origines d'un problème, que peut-on faire pour les aider à se concentrer? Parce que c'est quand même une capacité dont ils auront besoin tout au long de leur vie. Donc parmi, les choses que, en tant qu'éducateur, que nous soyons parents ou professionnels de l'éducation, ça devrait faire partie des compétences les plus importantes, les plus fondamentales à transmettre aux enfants. Alors revenons un petit peu à ce dont nous parle Maria Montessori dans ses livres. Les premiers environnements dans lesquels elle a mis en œuvre sa méthode, c'était premièrement un un centre pour enfants, nous dirions aujourd'hui handicapés mentaux, et handicapés moteurs d'ailleurs, enfin avec toutes sortes de handicaps, qui étaient extrêmement dépourvus de tout. C'est-à-dire qu'on considérait que ces enfants étant handicapés, ils n'étaient capables de rien et ils n'avaient probablement envie de rien. Donc ces enfants n'avaient pas de jeu, ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient rien pour occuper leur journée. Et simplement, on prenait soin d'eux au sens où on les nourrissait, on leur donnait un toit et cetera. Mais on ne faisait rien pour les aider à se distraire. Et Maria Montessori remarquait que ces enfants handicapés, à table, prenaient la mie de leur pain pour constituer comme des petites figurines et qu'ils jouaient avec la mie de leur pain. Et ces petites boulettes ont été pour elle comme une petite étincelle en disant: «Mais en fait, ces enfants, ils ont envie d'autre chose. Ils ont une curiosité. Ils ont cette faculté d'attention, de concentration. Ils ont envie de manipuler». Et c'est là qu'elle leur a apporté ce fabuleux matériel sensoriel qui est issu, à la base, des travaux de Séguin, le Français, heu, qui avait déjà développé beaucoup de matériel pédagogique ainsi que Itard. Et donc pour des enfants qui n'avaient jamais rien connu d'autre que des petites figurines en mie de pain, on peut s'imaginer que la tour rose, c'était quelque chose de fabuleux et que forcément ça les a tout de suite intéressés. Deuxième endroit où Maria Montessori a expérimenté avec ses nouvelles idées pédagogiques, c'était à la toute première Casa dei Bambini, la première maison des enfants dans le quartier de San Lorenzo à Rome, qui était un quartier extrêmement populaire, dans lequel un promoteur immobilier donc avait créé de nouveaux bâtiments, de nouvelles cités, et voulait un endroit où on pourrait s'occuper des enfants qui sinon avaient tendance à courir partout, à se chamailler, à faire toutes sortes de bêtises, parce qu'évidemment, c'était une époque où les enfants étaient beaucoup, beaucoup laissés à eux-mêmes dans la rue. Donc là encore, on parlait d'enfants pauvres, voire miséreux pour certains. Des enfants qui n'avaient pas une tonne de jouets chez eux.
On parle d'une époque, c'était au tout début du XXe siècle, on parle d'une époque où un enfant avait peut-être une poupée et c'est tout. Et c'était son seul et unique jouet. Ou, un petit pistolet. C'était très genré aussi à l'époque, hein. Donc les filles avaient peut-être une poupée, les garçons avaient peut-être un petit pistolet, et les enfants avaient un, peut-être 2 jouets grand maximum, mais sinon ils jouaient dans la nature, ils jouaient avec leurs camarades, mais ils avaient très peu de choses matérielles et ce qui les entourait dans leur foyer était souvent, très fonctionnel, mais peu esthétique. Donc là encore, quand Maria Montessori a introduit la tour rose, l'escalier marron, les barres rouges et bleues, ces beaux objets en bois colorés, bien finis, des objets de qualité, ils ont tout de suite été attirés. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que ça qui fait que les enfants, peuvent passer des heures à manipuler du matériel Montessori. Sinon, on aurait arrêté, mettons dans les années 1930. Non. Aujourd'hui encore, les enfants peuvent passer des heures sur ce matériel. Mais il faut bien prendre en compte que autour d'eux, à l'heure actuelle, il y a une multitude de distractions et de distractions incroyablement attirantes. On va parler des écrans. Et évidemment, les écrans, c'est partie des choses les plus attirantes pour un enfant. Mais pas seulement. Pensons à la place de la musique. La musique, autrefois, à l'époque de Maria Montessori, c'était uniquement la musique que l'on produisait soi-même. On chantait. Parfois, on avait un instrument, parfois on se réunissait pour faire de la musique et pour chanter. Mais c'était ça la musique. On ne pouvait pas appuyer sur un bouton et lancer Spotify. Aujourd'hui, les enfants ont de la musique souvent un peu partout. Ils travaillent en musique, ils jouent en musique, leurs parents écoutent de la musique en parallèle, bref. Là aussi, la musique est un élément distrayant. Je pense que ça vaut le coup de noter que dans une ambiance Montessori, la musique ne sert jamais de fond sonore. On va prendre un temps d'écoute de la musique, où on ne fait rien en même temps. Alors, en ce qui me concerne, ça ce n'est que mon point de vue individuel, mais hem, il peut m'arriver d'encourager certains enfants à occuper leurs mains avec une tâche répétitive, en parallèle du fait qu'ils écoutent la musique. Pourquoi? Parce que certains enfants ont beaucoup de mal avec, l'immobilité et que leur donner une tâche répétitive qui ne sollicite pas leur cerveau, mais qui sollicite leurs mains, va les aider à se concentrer sur la musique. Toujours est-il que la musique, dans une ambiance Montessori, c'est un temps d'écoute, un temps de concentration et d'attention donc, et non pas un fond sonore. Mais il n'y a pas que les écrans et la musique. Nos enfants sont entourés de jouets colorés en plastique, d'une multitude de jouets, tous plus attrayants les uns que les autres. Au-delà de ça, leurs journées sont décomposées en une multitude de petits temps. On est toujours pressé, il faut toujours aller d'une activité à une autre, aller quelque part, aller chez des amis, faire des choses, aller faire du shopping, et cetera. Donc nos enfants, en fait, n'ont jamais ni le temps, ni la disponibilité mentale pour réellement se poser et apprendre à se concentrer et à poser leur attention suffisamment longtemps sur quelque chose. Un autre facteur, probablement très important aujourd'hui, c'est que globalement, nos enfants manquent de sommeil. Le temps de sommeil s'est globalement réduit d'1 heure à peu près en 30 ans et ça touche, toutes les tranches d'âge. Donc c'est peut-être la première chose à mettre en place aussi pour favoriser la concentration et l'attention, c'est d'avoir un cerveau reposé. Le cerveau pendant la nuit, on le voit très bien dans le film, Vice Versa, le dessin animé Vice Versa et c'est l'exemple que j'aime bien donner comme illustration aux enfants. Le cerveau fait un grand nettoyage, une grande purge pendant la nuit où il élimine les petites choses peu importantes. Vous imaginez si on devait se souvenir de chaque seconde, de chaque minute passée dans notre vie? Ça ferait trop. Donc on retient ce qui nous a provoqué de fortes émotions, on retient les moments importants et le reste on fait du tri. Et donc notre cerveau élague, notre cerveau élimine des souvenirs, notre cerveau quelque part se nettoie. Et donc le matin, on a un cerveau qui est reposé, qui est prêt à emmagasiner de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, un cerveau qui est disponible. Bon, donc on commence à voir des solutions. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre pourquoi les enfants d'aujourd'hui, qui sont surstimulés, qui manquent de sommeil, hem, à qui on ne laisse jamais le temps, évidemment, ont du mal à se concentrer. Et pour autant, ça veut dire que c'est d'autant plus important de leur apprendre la concentration.
Je vais faire un parallèle avec les adolescents d'aujourd'hui. Les adolescents d'aujourd'hui qui, hem, ne sont que très, très peu sur YouTube, par exemple, parce que YouTube, c'est trop long. Ils sont sur Snapchat, ils sont sur, TikTok. Ils sont sur des réseaux où en fait, ils peuvent visionner des vidéos de 15 secondes qui leur apportent le petit shoot de dopamine dont ils ont besoin à ce moment-là. Ils n'ont plus, besoin en fait de faire appel même à cette capacité d'attention, même devant une vidéo, parce qu'en fait, on leur propose des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus percutants et qui sont beaucoup plus variés. Toutes les 15 secondes ou toutes les 30 secondes, on change de contenu. Mon mari qui est professeur en collège, hein, peut vous le confirmer. Les jeunes d'aujourd'hui ne regardent pas de films et très peu de séries, en fait. Heu, Regarder un film en entier, ça devient quelque chose de long et de pénible. Et je me demande, posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous êtes encore capable de regarder un film sans rien faire? Ah, je peux vous le dire, moi-même, j'ai du mal. Il faut vraiment que le film soit à la fois intéressant et vraiment bien réalisé pour que j'ai envie de tout regarder. Mais c'est très difficile de ne pas faire une activité manuelle en même temps, voire, en ce moment je fais beaucoup d'échecs sur Duolingo, bah, faire un peu d'échecs sur Duolingo. Ce qui est quand même absurde parce qu'on peut difficilement se concentrer à la fois sur de la logique, de une forme de logico-mathématique, d'intelligence logico-mathématique avec, les échecs et se concentrer sur un film en même temps. Mais bon, c'est difficile. On a du mal à ne faire qu'une chose à la fois. Bon, voilà donc tous les problèmes d'aujourd'hui. Quelles sont les solutions? Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va faire comme avec la stagiaire qui m'a posé les questions dans l'accompagnement. On va étudier les solutions. Donc, première solution déjà, permettre à nos enfants de dormir davantage. Dans nos sociétés, la plupart du temps, ça veut dire se coucher plus tôt. Oui, les enfants ont besoin globalement de se coucher plus tôt. Je sais, on passe pas beaucoup de temps avec eux quand ils sont à l'école ou à la crèche, qu'on a un travail prenant, etc. On a l'impression que c'est le tunnel du soir et après, boum, au dodo et on ne les voit plus avant le lendemain matin où c'est à nouveau le rush. On les redépose à la crèche, à l'école. Je sais, j'en suis tout à fait consciente. Je vais être honnête, hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi l'instruction en famille. C'est pour passer plus de temps avec nos enfants sans être tout le temps dans le rush et la précipitation. Tout le monde ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire pour tout un tas de raisons qui sont parfaitement respectables. Mais c'est quand même important de d'accorder la priorité au sommeil. Pourquoi? Parce que tout le reste de la journée de l'enfant, du coup, va être beaucoup plus agréable et puis parce que le week-end ne sera pas consacré à récupérer, à faire la grasse mat. Le week-end, on va pouvoir justement passer du temps ensemble et faire des choses sympathiques, sans avoir un enfant qui est toujours au bord des nerfs parce qu'en fait, il manque de sommeil. Donc un, le sommeil. 2, c'est là où le matériel Montessori prend tout son sens et en particulier le matériel sensoriel qui est quand même un beau matériel. Un matériel qui est très agréable à toucher parce qu'il s'agit essentiellement d'un matériel en bois, peint avec des couleurs vives qui sont jolies, qui donnent envie de manipuler et donc passer par ce matériel va quand même fournir une certaine stimulation à l'enfant, mais très légère par rapport à tout le reste qui l'entoure. Par rapport aux écrans, par rapport à la musique, par rapport aux jouets colorés en plastique, et cetera. Et en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, ça c'est du matériel qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas interactif, et cetera. Mais c'est un matériel qui est beaucoup plus riche au niveau sensoriel et donc l'enfant va s'ancrer corporellement dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de toucher du bois, avec les veines du bois, avec ce toucher différent suivant les bois, suivant la façon dont il a été poncé, poli, et cetera. Parce qu'il va pouvoir examiner ces couleurs, mais ces couleurs qui ont été peintes, qui ont une richesse de nuances, de teintes, que n'aura jamais le plastique coloré, qui est parfaitement uniforme, qui est lisse, qui est froid. Le plastique, c'est l'un des matériaux les plus pauvres qu'on puisse imaginer au niveau sensoriel. Alors il n'y a pas que le bois, hein. L'osier, toutes les matières naturelles de manière générale sont des matières riches, belles et intéressantes. Ça peut être la laine, ça peut être, je préfère même le métal au plastique parce que pour le coup, il y a un vrai contraste thermique. C'est vraiment très froid, c'est pas juste neutre au niveau thermique. C'est extrêmement lisse et puis il y a un côté qui peut être brillant. Donc il y a des choses qui sont intéressantes aussi au niveau du métal à comparer avec les autres matières naturelles, mais
Globalement, ce sont les matières organiques, je dirais, qui sont les plus intéressantes. Donc, le bois, l'osier, la laine, les tissus. Et là, on peut permettre à l'enfant de se remettre dans son corps, d'éprouver le monde à travers ses sens et tous ses sens. Je pense en particulier aux très jeunes enfants, ils vont mettre à la bouche et c'est normal parce qu'en fait, autour de la bouche, on a des petits capteurs sensoriels qui sont très sensibles et c'est pour ça que les tout petits mettent à la bouche, ça fait en fait, pour sentir de façon tactile, si vous voulez, les objets qui sont autour d'eux. Mais évidemment, le matériel sensoriel Montessori ne pourra pas tenir la concurrence par rapport à des jouets en plastique. Donc c'est là que je vous recommande ce que j'ai recommandé à ma stagiaire et qui a remarquablement bien marché, c'est de bien séparer les jouets et le matériel et de séparer les temps. De dire, là maintenant, c'est un temps de travail. Car oui, en Montessori, on parle de travail, même pour un tout petit bébé qui est en train d'essayer de se retourner, qui était sur le dos et qui essaie de se retourner sur le ventre, il travaille. Vous allez me dire, il travaille même beaucoup plus qu'un adulte, hein, parce que tous ces temps d'éveil ou presque sont du travail. Donc on parle de travail et c'est du coup d'autant plus facile de séparer ces moments pour l'enfant, de dire là, aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, on travaille. On peut utiliser des références extérieures, par exemple un petit réveil qui sonne, une petite alarme sur le téléphone. On peut utiliser un time timer pour voir le temps qu'on va consacrer au travail. Et pendant ce temps de travail, il va être important de n'autoriser que le matériel Montessori, par exemple. Et de ne permettre que du travail. C'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus, de détourner ce matériel pour jouer avec. Parce que c'est une façon de s'évader. L'idée, c'est d'utiliser ce matériel pour apprendre quelque chose. Donc si l'enfant commence à prendre les barres rouges et bleues, puis à se mettre à califourchon dessus et à jouer au petit cheval dans la pièce, non. On enlève les barres rouges et bleues, on lui dit: «OK, je vois que tu n'es pas prêt à utiliser les barres rouges et bleues comme je te l'ai montré». Et c'est là que toutes les règles que l'on met en place autour de la façon dont l'adulte doit introduire la pédagogie Montessori ont leur importance. Par exemple, on présente un matériel à l'enfant. L'enfant ne s'en empare pas tout de suite pour l'utiliser sans une présentation. L'adulte fait la présentation, l'enfant refait la présentation. Et ensuite, il pourra reprendre le matériel autant de fois qu'il le désire. Il prend un matériel à la fois et il le range avant d'en choisir un autre. Et cetera, et cetera. Chaque matériel a sa place. Bref, toutes ces petites règles, bah, que j'explique dans mes formations d'ailleurs, hein, justement pour, permettre aux adultes d'utiliser ce matériel dans les bonnes conditions, elles ont tout leur sens pour favoriser la concentration et l'attention de l'enfant. Pourquoi un matériel? Parce que si on multiplie les matériels qui sont sortis, il y a du bazar, il y a du désordre, il y a plus de risques de casser le matériel, mais aussi parce que l'enfant va être distrait par ce qui est autour de lui. Donc non, on respecte bien ces règles de présentation et on préserve cette petite bulle, ce temps de travail, qui n'est consacré qu'aux activités de travail Montessori. Alors pour ce temps, on peut évidemment, le prévoir assez court au départ, hein, et puis l'augmenter petit à petit. Par exemple, avec ma stagiaire, je lui ai suggéré de commencer par 20 minutes. Mais 20 minutes où elle saurait rester vraiment ferme. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que tout ça part probablement d'un excès de bienveillance. On veut on veut absolument faire plaisir à nos enfants, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux et donc ça paraît peut-être même cruel, je sais pas, de leur enlever le jouet avec lequel ils jouaient si bien, pour leur proposer un temps de travail un peu plus austère. Ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline. Mais justement, dans la pédagogie Montessori, on équilibre liberté et discipline. Dans la discipline positive, qui est le mode de parentalité, dont je parle souvent, on équilibre la fermeté et la bienveillance. Pourquoi? Parce que, certes, c'est très bien que l'enfant joue. Il faut qu'il ait des temps de jeu libre. Mais ces temps de travail, ils sont bons pour lui parce qu'ils vont l'aider à développer les fonctions exécutives de son cerveau, en particulier l'attention et la concentration. Bref, c'est bon pour lui dans l'ensemble de son développement. C'est bon pour lui à long terme. Et ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les avantages de la fermeté ou de la discipline. Ce sont des avantages à long terme, des choses que l'on construit pour l'avenir, pour former des adultes qui deviennent équilibrés, en fait, tout simplement, et qui fonctionnent bien
au niveau de leur cerveau. Et puis donc petit à petit, ce temps, on peut l'augmenter. On peut passer de 20 à 30 minutes, à 45 minutes, à 1 heure. Et surtout, si l'enfant est dans une activité, on évite de l'interrompre. Et peut-être que votre enfant va s'ennuyer au début, même avec ce beau matériel et les présentations faites comme il faut. C'est possible, parce qu'encore une fois, souvenez-vous de ce qu'il a à sa disposition en dehors de ses temps de travail. Forcément, c'est attirant. Si je vous laisse le choix entre apprendre quelque chose qui vous intéresse, mais qui va vous demander des efforts, et de rester dans le canapé, à surfer sur Netflix, avec votre téléphone dans les mains, hem, ou à ou avec, de la musique, ou avec, toutes sortes de gadgets. Forcément, ça va être tentant de rester dans son canapé. C'est tentant, c'est naturel, c'est le moindre effort. Mais il faut que nous-mêmes nous apprenions et que nous transmettions à nos enfants la capacité à ne pas se contenter du moindre effort, à accepter de faire des efforts pour ce à quoi nous tenons vraiment. Donc ça, c'était mon deuxième grand, grand, grand conseil après le sommeil. Développer petit à petit l'attention, la concentration et la persévérance, hein, à travers ce beau matériel, entre autres, de vie sensorielle, en prévoyant vraiment des temps de travail spécifiques. Un troisième élément très important, c'est le temps passé dans la nature. Ça a des effets bénéfiques qui ont été prouvés depuis très longtemps. Déjà dans les années 80, on savait que la nature avait une influence très bénéfique sur les capacités d'attention et de concentration. Il y a une étude plus récente qui date de 2009, euh, disant que les enfants avec des déficits d'attention se concentraient mieux après une petite marche dans le parc. Ça peut être une stratégie à adopter, en particulier si vous pratiquez l'instruction en famille, ou même si vous amenez vos enfants à l'école. Est-ce que c'est possible de s'arrêter peut-être 5 minutes avant l'école et de traverser le parc? Est-ce que c'est possible avant de démarrer le temps d'instruction en famille, d'aller marcher dans le jardin ou d'aller faire un petit tour, dans le parc le plus proche ou dans la forêt, ou voilà, quelque chose qui soit pas très loin, mais de passer un tout petit peu de temps dans la nature. Ce temps passé dans la nature, sans autre stimulation, justement sans le téléphone qui balance de la musique et cetera, ça, permet à l'enfant d'utiliser tous ses sens. La vue, mais ce qui est la vue qui est le sens qu'on utilise le plus, hein, mais aussi l'ouïe, l'odorat, beaucoup dans la nature, le toucher. Le goût peut-être un peu moins, ça c'est à surveiller. Faut pas que l'enfant mette n'importe quoi à la bouche, mais ça c'est notre rôle de parent. Toujours est-il que ces promenades dans la nature, elles sont incroyablement précieuses pour nos enfants. J'ai tourné il y a quelques années de ça, j'ai filmé pendant une de nos petites promenades sensorielles avec, notre petit dernier Étienne, et cette vidéo elle est encore disponible sur Instagram. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une promenade dirigée par l'enfant. Où vraiment je lui tends la main et je lui demande: «Tu m'emmènes?» Et c'est lui qui dirigeait la promenade. C'est très précieux parce qu'on avance au rythme de l'enfant. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas faire des kilomètres, hein, à ce rythme-là, parce que, oh, un caillou, oh, un oiseau qui s'envole, et en fait, on fait peut-être 10 mètres en une demi-heure. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Et ce temps passé dans la nature, en plus, il va favoriser la régulation émotionnelle, donc j'ai envie de dire, on est gagnant sur tous les tableaux. Donc ne négligez surtout pas ce temps dans la nature, et là où vous travaillez avec votre enfant, mais même si vous là où vous aussi vous travaillez, si jamais vous pouvez avoir une vue sur un paysage naturel, c'est encore mieux. C'est pour ça que c'est l'idéal dans les classes Montessori qu'on a des grandes portes vitrées ou des grandes fenêtres avec de la nature derrière, pas une cour bétonnée. On a observé par exemple que la vue sur un paysage naturel favorisait la récupération physiologique chez des adultes hospitalisés. Ça faisait baisser le stress, ça stabilisait le rythme cardiaque, et donc les patients hospitalisés récupéraient mieux lorsqu'ils avaient simplement une vue sur la nature. Donc pensez à la nature comme élément régulateur de l'attention, de la concentration et des émotions pour votre enfant. Et puis quatrième petit élément, ou grand élément, grande solution que vous pouvez adopter pour favoriser l'attention et la concentration chez votre enfant, c'est de prendre le temps des tâches du quotidien. Et ça, pour ça, la vie pratique Montessori est incroyablement précieuse, mais de prendre le temps de chaque chose, prendre le temps de verser,
prendre le temps de, nettoyer la table, prendre le temps de mettre le couvert, prendre le temps de se débarbouiller, donc de prendre soin de soi-même, prendre soin de son environnement. Si quelque chose est renversé, laissez le temps par l'enfant, laissez le temps à l'enfant de passer la pelle et la balayette lui-même. Oui, ça va être plus long, on va pas se mentir. Oui, ça va probablement être moins bien fait que si c'était vous. Mais ce temps est important. C'est un temps d'intégration, un temps de concentration. Et les activités de vie pratique, ce n'est pas un hasard si ce sont les premières que l'on propose en 3-6 ans. C'est parce que au delà des compétences pratiques qu'elles aident à développer, capacité, parmi les toutes premières qu'on travaille à verser, capacité à s'habiller et se déshabiller avec les cadres d'habillage, capacité à prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, à nettoyer, à balayer, capacité à visser des boulons, enfin toutes sortes de choses. Au-delà de ces capacités pratiques, toutes ces activités ont en commun de développer l'attention et la concentration. À travers des choses qui sont courtes, les premiers versets, c'est extrêmement court, mais c'est un début. Et petit à petit, on va passer à des activités de plus en plus complexes, comme par exemple nettoyer une table, qui est une activité complexe, comme la couture aussi, comme cirer des chaussures, enfin toutes sortes de choses qui deviennent de plus en plus complexes avec de plus en plus d'étapes. Ce qui fait que l'enfant va être capable de se concentrer au départ 1 minute, d'observer l'adulte en train de faire la présentation pendant 1 minute, même pas, sans intervenir lui-même. Parfois, ça demande beaucoup d'efforts déjà aux enfants, vers 3 ans. Et puis, petit à petit, ils vont être capables de patienter 1/4 d'heure, 20 minutes à observer une longue présentation. On a des présentations en vie sensorielle, mais aussi en mathématiques, qui sont parfois très longues. Et l'enfant est donc capable de rester concentré pendant cette longue période et encore derrière, de reprendre le matériel et de le travailler. On entend souvent des chiffres totalement farfelus sur la durée de concentration possible des enfants. Oh, il y a souvent des points de repère comme ça qui sont donnés aux enseignants. Par exemple, oh, en CP, on peut avoir 10, peut-être 10 minutes de concentration maximum, puis il faut changer de tâche. Parfois, on entend 1/4 d'heure, parfois on entend 20 minutes, parfois bon, on entend en tout cas des durées très, très courtes pour différents âges. Et même si oui, c'est peut-être ce que l'on observe à l'école pour différentes raisons, ça n'est absolument pas ce que j'observe dans un environnement montessorien. Et ça n'est pas propre à des enfants qui grandissent dans l'environnement montessorien non plus. Il y a quand même un facteur d'attractivité du matériel lui-même et le fait qu'il réponde précisément aux besoins de l'enfant à tel moment. Il y a tout ça qui fait que l'enfant reste concentré beaucoup plus longtemps que sur une tâche ordinaire. Par exemple, j'accueillais un jour, un de nos neveux qui devait avoir à peu près 3 ans, plutôt du genre hyper dynamique, hein, plutôt du genre à passer d'un truc à l'autre assez rapidement et j'avoue que je ne sais même pas, peut-être parce que son cousin, devait travailler un petit peu avec moi et du coup, je lui ai proposé pour patienter de lui montrer le premier verset des graines ou peut-être le deuxième, je ne sais plus. Donc il avait 3 ans, hein, on ne parle pas d'un enfant de CP, il avait à peu près 3 ans. Il a passé 1 heure et quart à reprendre le verset que je lui ai présenté. 1 heure et quart fasciné par les graines qui tombaient d'un pichet dans l'autre. 1 heure et quart à passer ses graines, à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, à ramasser celles qui tombaient. C'était fascinant, mais vraiment fascinant. Et ça n'est pas le seul. C'est-à-dire que et là, c'est un enfant qui n'avait absolument pas grandi, dans un univers spécialement montessorien, qui n'avait jamais auparavant fait un atelier Montessori ou quoi que ce soit. Il découvrait cette activité pour la première fois. 1 heure et quart de concentration. Donc les enfants en sont capables, mais il faut trouver la bonne activité. Et la bonne activité, c'est pas forcément celle qui attire le plus l'enfant parce qu'il a le matériel, parce que c'est coloré, parce que c'est beau, et cetera, mais l'activité qui va répondre à un de ses besoins profonds. Et parmi ces besoins profonds, il a le besoin de contribuer à la vie autour de lui, à la vie de famille, et le besoin hem, qui correspond à différentes périodes sensibles de l'enfant. Et là, en l'occurrence, ce jeune garçon, il voulait imiter les grands. Il voulait faire comme les grands et ça, c'est un moteur extrêmement puissant qui fait qu'en fait,
il peut être capable de passer beaucoup plus de temps sur un simple verset, donc 2 petits pichets avec des graines dedans sur un plateau, plutôt que, sur une tablette à regarder un dessin animé. Donc, dans ce monde de la vie pratique, on va justement répondre aux besoins des enfants vers cette tranche d'âge-là que j'évoque. Que ce soit pour le petit Timéo dont je vous parlais au début qui n'arrivait pas à rester concentré, là aussi, on a travaillé avec sa maman sur quelles activités lui proposer pour mettre le doigt sur ce qui allait le motiver là tout de suite. Donc Timéo, il avait un peu moins de 3 ans. Là, je vous ai parlé d'un neveu qui avait un peu plus de 3 ans. C'est vraiment le moment idéal où introduire de la vie pratique, entre 2 ans et demi, je dirais, et 3 ans et demi. Et ensuite, la vie pratique, on va la poursuivre jusqu'à 6 ans, mais bien au-delà encore avec des activités plus complexes. C'est un domaine qui ne disparaît jamais vraiment, d'une ambiance Montessori. Même au collège, il y a de la vie pratique. Alors de la vie pratique beaucoup plus complexe, hein, vraiment. Mais on ancre encore une fois les enfants dans le concret et dans la participation à la vie de leur environnement. Donc je vous récapitule. 4 points importants pour favoriser l'attention et la concentration chez nos enfants. Premier point, le sommeil. Un sommeil suffisant, coucher les enfants un peu plus tôt, un quart d'heure plus tôt, tous les soirs jusqu'à gagner une demi-heure, 1 heure, et voyez ce que ça change. Deuxièmement, le beau matériel, comme le matériel Montessori, par exemple avec la vie sensorielle Montessori qui peut être extrêmement attirant et avec des séances de travail où ce matériel ne sera pas en concurrence avec d'autres choses comme les jouets ou les écrans. Et petit à petit, augmenter ce temps de concentration sur ce beau matériel qui est attirant. Troisième aspect, le temps passé dans la nature, à travers des promenades guidées par l'enfant par exemple, ou ne serait-ce que la vue sur un paysage naturel. Et quatrième élément, prendre le temps dans les tâches du quotidien. Et pour cela, proposer aussi à l'enfant des activités de vie pratique Montessori, idéalement à partir de 2 ans et demi, avec, en lui laissant le temps de faire chaque chose. Et là aussi, en évitant d'interrompre l'enfant qui est concentré sur une activité, parce que vous voyez, ça peut parfois durer jusqu'à 1 heure et quart. Puis j'ajouterai un petit point bonus, plus une réflexion à garder en tête, c'est que ce n'est pas grave pour un enfant de s'ennuyer. Je parle des enfants d'aujourd'hui, des enfants de ceux qui écoutent ce podcast, qui veulent s'efforcer d'être des bons parents, et cetera. La tendance va plutôt être de surstimuler les enfants que de les laisser s'ennuyer. Je ne crois pas que parmi les auditeurs de ce podcast, il y ait beaucoup de parents qui soient dans la négligence et qui ne font jamais rien avec leurs enfants. Je pense qu'au contraire, on peut avoir tendance à vouloir faire trop de choses. Donc simplement une petite invitation, si votre enfant s'ennuie, ce n'est pas grave. Laissez-le s'ennuyer au moins un quart d'heure avant de proposer quelque chose à faire. Et vous verrez que vous n'aurez rien à proposer parce qu'en général, il aura trouvé quelque chose avant. Et quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, qui est souvent beaucoup plus imaginatif. Donc n'hésitez pas à laisser s'ennuyer un peu les enfants. Voilà, beaucoup de choses pour aujourd'hui. Bravo à vous pour vos capacités d'attention et de concentration. J'espère que vous êtes restés très attentifs pendant la grosse demi-heure de ce podcast. Et j'espère avoir là encore toute votre attention et votre concentration mardi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.